Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce petit déjeuner consacré à la thématique passionnante et ô combien d'actualité de la proximité des services publics. Cet événement auquel vous assistez, que ce soit dans cette salle ou à distance grâce à une retransmission en direct, se déroulera en deux temps. Je vous présenterai d'abord la restitution des principales conclusions du livre blanc que Bearing Point a publié, intitulé « Proximité des services publics, la fin de la concurrence entre accès physique et numérique ». Cette restitution sera suivie d'une table ronde avec 4 experts de l'administration afin d'approfondir les enjeux et les perspectives de la proximité des services publics. J'aurai l'occasion de présenter ces intervenants tout à l'heure, mais je les remercie d'ores et déjà chaleureusement d'avoir accepté de partager leur retour d'expérience et de nous faire profiter de leurs convictions de praticiens œuvrant chaque jour à l'amélioration de la qualité des services publics au profit des usagers. Commençons donc par les principaux enseignements du livre blanc. Mais avant toute chose, pourquoi une étude sur la proximité des services publics ? Revenons un instant, avant de rentrer dans le fond du sujet, sur quelques éléments de contexte expliquant la raison du lancement de cette étude. On le sait, la thématique des services publics passionne les Français et est un enjeu majeur de notre pacte social. Nous avons souhaité creuser ce sujet en ciblant plus précisément la question de la proximité des services publics, c'est-à-dire la capacité des usagers à accéder aisément aux services publics. Nous avons décidé de mener cette étude pour 4 raisons principales, 4 éléments de contexte. Le premier d'entre eux, c'est que aujourd'hui, on peut considérer qu'on a un recul suffisant face à la démarche de numérisation des services publics qui a été engagée il y a une vingtaine d'années. Dans le cadre de notre étude du livre blanc, nous avons distingué 3 grandes périodes relatives à la numérisation des services publics. La première période, 1998 à 2007, c'est ce qu'on a appelé la phase de transition vers le numérique. C'est le début de la numérisation des services publics et le développement d'une offre de services numériques de base. C'est par exemple la création du site servicepublic.fr. Vient ensuite une deuxième phase, de 2008 à 2017, qui est la phase d'accélération de la transformation numérique des services publics. C'est cette accélération qui s'est accompagnée de la constitution d'un socle réglementaire et d'outils organisationnels qui a permis l'accès aux services publics par voie numérique. On pense par exemple à la création du secrétariat général à la modernisation de l'action publique ou au plan France numérique. Troisième phase, depuis 2018, on peut considérer que c'est une phase de maturité avec le développement d'une relation usager qui se veut omnicanale, c'est-à-dire accessible, quel que soit le mode d'accès pour le citoyen. C'est aussi une nouvelle ère qui s'ouvre avec une attention particulièrement marquée sur la dimension de la qualité des services publics numériques. On pense par exemple aux enjeux de la mise en place de services publics plus. Donc un historique suffisamment profond pour pouvoir étudier le sujet avec recul. Le deuxième aspect, c'est bien sûr les attentes et les préoccupations de nos concitoyens. 2 exemples de ça, la crainte de l'exclusion de certains publics avec l'arrivée du numérique et le développement de ce qu'on a pu appeler comme le tout numérique. Pour rappel, aujourd'hui, 14 millions de personnes, selon le Sénat, souffrent d'illectronisme, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ou ils n'ont pas facilement accès aux services numériques.
toujours dans ces chiffres, 9% des Français ne disposent pas d'un accès à Internet à domicile. Et ce chiffre monte jusqu'à 50% pour les plus de 75 ans. Enfin, rappelons-nous qu'une personne âgée sur 7 renonce à ces démarches face aux difficultés des démarches en ligne. Donc, à cette crainte de l'exclusion de certains publics avec le service public numérique, s'ajoute également une attente très forte de proximité géographique des services publics. On pense bien sûr à l'épisode des Gilets jaunes, pour qui c'était une revendication extrêmement forte. Autre élément de contexte, le développement d'une nouvelle approche de la proximité des services publics. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, on parle de développement de la relation usager omnicanale, qui est de plus en plus fondée sur l'articulation entre les canaux physiques et numériques. On a vu la réinterrogation de la présence des services publics sur le territoire, avec par exemple le déploiement des maisons France Service depuis 2019, maisons France Service qui sont aujourd'hui plus de 2600 à être labellisées sur l'ensemble du territoire français. Et puis, la mise en place de programmes d'amélioration continue, avec par exemple l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne depuis juin 2019. Et enfin, l'actualité nous donne raison, puisque récemment, le 9 mai de cette année, la Première ministre a annoncé le plan Borne visant à rapprocher le service public des usagers. Plusieurs éléments marquants de ce plan, notamment l'objectif de simplifier les parcours usagers lors des 10 grands moments de la vie, que ce soit par exemple les études supérieures, la rénovation d'un logement, l'expatriation. La prolongation du déploiement des maisons France Service, avec un objet de toucher 95% des usagers avec une maison accessible à moins de 20 minutes de son domicile. Et enfin, la relance des efforts consacrés à l'accessibilité de l'ensemble des sites publics, notamment pour les personnes en situation de handicap, avec le respect du règlement général pour l'accessibilité. Et puis, comment oublier, il ne se passe pas une semaine sans qu'un article soit publié nous parlant de voyage dans l'enfer administratif français ou d'évoquer les oubliés de la dématérialisation relatifs aux services publics. Nous avons réalisé cette étude en nous fondant sur 4 sources. La première et la principale, c'est bien sûr d'aller voir les Français. Nous avons donc réalisé, avec l'appui de l'Institut Kantar, un sondage auprès de 1500 Français, un échantillon représentatif identifié selon la méthode des quotas, avec les différentes catégories de sexe, d'âge, de profession, mais également les catégories géographiques, de régions et de catégories d'agglomération. Nous avons complété ces sondages quantitatifs par une vingtaine d'entretiens qualitatifs avec des Français tirés au hasard pour affiner les questions qu'on pouvait poser. Nous avons également fait un travail d'analyse de la littérature publiée sur le sujet avec plus d'une trentaine de rapports récents ou d'articles qui ont été publiés sur cette thématique. On cite bien sûr le rapport de la Défenseure des droits, par exemple, sur la dématérialisation des services publics, ou encore le baromètre du numérique du CREDOC, qui est publié régulièrement. On peut aussi citer les rapports du Conseil économique, social et environnemental sur cette thématique. Nous avons également enrichi notre étude de nos expertises de praticiens de la relation usager au sein des administrations. En effet, nous délivrons un certain nombre de missions sur cette thématique auprès de nos clients du secteur public, que ce soit pour les clients de l'État, les collectivités, la fonction publique hospitalière ou la protection sociale. Et enfin, dernier élément, Bearing Point a instauré depuis 20 ans maintenant, avec l'Institut Kantar, le podium de la relation client, qui est riche d'enseignements sur l'évolution
de la relation usagée au sein des administrations. Et cet événement inclut une catégorie dédiée au secteur public dont la Gendarmerie nationale a été lauréate cette année. Un dernier mot avant de rentrer sur le fond de l'étude. Quel est le périmètre de ce livre blanc ? Il est important de préciser que nous évoquons ici les services publics qui peuvent être indifféremment délivrés ou être accédés soit physiquement, soit par un canal numérique, soit par téléphone. Il va sans dire que nous n'avons pas interrogé dans notre étude la pertinence de l'implantation de services publics physiques de type une école, une maternité, des transports. Ça dépassait bien évidemment très largement le cadre de notre sujet et relève de choix politiques qui ne nous regardent pas. Nous nous sommes donc consacrés, focalisés sur les démarches administratives. Et nous les avons prises dans un sens le plus large possible, comme l'ensemble des actions, des interactions, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, visant à répondre à des obligations administratives, à accéder à des droits, à obtenir des actes, à se renseigner ou même à obtenir de l'aide de la part des administrations. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager les enseignements principaux de notre livre blanc. Le premier enseignement sur lequel on peut revenir est que, très clairement, la proximité des services publics n'est plus conditionnée par le seul critère géographique. Laissez-moi revenir sur les éléments qui me permettent d'affirmer cela. La première chose, c'est que, aujourd'hui, les Français nous confirment que l'accès aux services publics via Internet est bien ancré dans les usages. 64% de la population utilise fréquemment Internet pour réaliser ses démarches administratives. Et permettez-moi d'insister, parce que ça va à l'encontre de quelques idées reçues qu'on peut avoir, ce chiffre est équivalent quelle que soit la zone géographique des personnes qui ont répondu. Il n'y a pas de différence selon les endroits plus ou moins bien dotés d'un accès à Internet ou ce genre de considération. Aujourd'hui, seuls 30% des Français effectuent fréquemment leurs démarches administratives en se rendant physiquement sur place. Et selon le baromètre du numérique, 71% des Français ont réalisé au moins une démarche en ligne dans les 12 derniers mois. Imaginez, ça représente une hausse de 10% sur la période 2016-2021. Donc, premier constat, l'accès aux services publics par voie numérique est bien ancré dans les pratiques des Français. Une fois qu'on a dit ça, encore faut-il savoir si c'est perçu de manière positive par les Français. Ça pourrait être juste une contrainte qu'ils acceptent de tenir. Quand on creuse cette dimension, on voit que l'accès numérique aux services publics est perçu comme un atout dans la relation citoyen-administration. Pour 8 Français sur 10, l'utilisation d'Internet pour les démarches administratives est un gain de temps. Et là encore, allons à l'encontre de certains a priori, ce degré et cette perception positive des services publics numériques est partagée à part égale, quelle que soit la catégorie d'âge de la population. Vous voyez, les 65 ans et plus sont 79% à se déclarer d'accord avec cette affirmation que les services publics en ligne leur permettent de gagner du temps. Pour 63% des usagers, Internet est le mode de contact le plus facile d'accès et pour 61% le plus rapide. Et il faut rappeler qu'en novembre 2022, on estimait que quasiment 90% des démarches essentielles à la vie des citoyens sont suivies dans l'observatoire de la DINUM et sont réalisables en ligne. Ça représente plus de 20 points par rapport à 2019.
des usages bien ancrés, avec une appréciation plutôt positive, ou du moins vue comme apportant quelque chose aux usagers. Mais allons même plus loin. Aujourd'hui, les Français nous disent qu'ils sont globalement satisfaits de l'accès numérique aux services publics. En effet, 78% d'entre eux se déclarent satisfaits d'Internet dans la réalisation de leurs démarches. La comparaison avec le taux de satisfaction avec les canaux physiques est intéressante puisqu'il est quasiment équivalent. On est à 78% contre 82%. Et on peut aller un peu plus loin dans l'analyse de la qualité, l'appréciation de la qualité par les Français, notamment avec l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne, qui, sur les 250 démarches phares que j'évoquais tout à l'heure, propose et donne la possibilité pour 77% de ces démarches de donner et d'évaluer la qualité du service. Et sur ces 77%, 2/3 des démarches évaluées recueillent un taux de satisfaction supérieur à 7 sur 10. Donc on peut toujours bien sûr faire mieux, et on en reparlera tout à l'heure lors de la table ronde, mais on peut considérer que c'est un indicateur extrêmement fort et marquant de la satisfaction des Français vis-à-vis de la dématérialisation des services publics. Par ailleurs, 70% des Français se déclarent satisfaits du téléphone ou de la visioconférence dans la réalisation des démarches. C'est beaucoup, mais c'est quasiment 10 points de moins que le canal Internet numérique. On a également voulu tester un point par rapport à la thématique de la précarité d'un certain nombre de populations. On a évoqué tout à l'heure les personnes les plus âgées. On a également testé le sujet des personnes fragiles en situation de difficulté, par exemple. Et ce qu'on voit, c'est que le canal numérique peut être un potentiel vecteur de proximité des services publics pour les personnes en situation de précarité. Un exemple permettant d'affirmer cela, c'est que 6 Français sur 10 nous ont dit déclarer préférer le canal numérique pour leur demande d'aide sociale, et notamment des aides qui concernent les plus fragiles. On voit aussi dans la réponse à cette question un recours émergent de plus en plus fort à la visioconférence, en particulier pour les plus jeunes. Donc on voit que, avec toutes les limites qu'il peut représenter malgré tout pour certains publics fragiles, le canal numérique peut aider à la connaissance de ces droits. On peut citer certains sites qui permettent de recenser l'ensemble des droits auxquels les citoyens pourraient avoir accès, comme mesdroitssociaux.gouv.fr, ou d'autres sites même plus larges au-delà des droits sociaux, comme Un jeune, un emploi, qui permet de trouver des offres d'emploi ou encore des mentors de manière aisée. Finalement, si on suit cette conclusion que le critère géographique n'est plus le premier critère de proximité des services publics, reste à se dire, mais quels sont les critères qui conditionnent cette proximité ? Et ce qu'on voit, c'est qu'on passe d'une logique de quel est le canal d'accès à une logique de quelle est la qualité du parcours. Quelle est la qualité du parcours de l'usager dans la réalisation de ces démarches numériques. Le premier élément que les Français évaluent pour juger de la qualité du parcours, c'est la simplicité de leur démarche. À ce niveau, à cet égard, il y a sans doute encore des progrès à faire, puisque un quart des Français se déclarent peu à l'aise pour réaliser une démarche administrative ou faire une simple demande à l'administration. J'insiste, un quart des Français, et ce, quel que soit le canal d'accès. Donc là encore, on voit bien que le sujet n'est pas comment j'accède à mon service public, mais plutôt quel est le parcours que je vais devoir réaliser pour remplir mon obligation ou faire ma démarche. Un point intéressant sur cette dimension, c'est que ce manque d'aisance par rapport aux démarches administratives est finalement plus fort chez les jeunes que chez les plus âgés.
Et là encore, cela vient renforcer cette idée de la qualité du parcours. Pourquoi cette situation pour les plus jeunes? Tout simplement parce que pour la plupart d'entre eux, la réalisation de la démarche administrative est nouvelle. On pense bien sûr à la première fois où on déclare ses impôts, c'est un peu intimidant. Le vocabulaire n'est pas forcément totalement accessible. On a peur de faire une erreur, on a besoin de réassurance. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les plus jeunes bénéficient d'un désavantage comparatif en termes de connaissance du fond de la démarche administrative, de la procédure. Aujourd'hui, quasiment 4 jeunes sur 10 ne se disent pas à l'aise pour réaliser leur démarche administrative, alors que les seniors, comme je vous le disais, n'éprouvent pas du tout ce sentiment. Ils sont plus de 79% pour les plus de 65 ans à se déclarer à l'aise. Si on continue à creuser cette thématique de la simplicité des parcours, on voit qu'aujourd'hui, le recours à l'intermédiation, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un, par un citoyen, de se faire aider dans ses démarches par quelqu'un de la famille, par une association, voire par des professionnels payés pour ça, c'est d'abord motivé par la complexité des démarches et la peur de faire des erreurs. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 nous ont déclaré se faire aider pour réaliser leur démarche administrative. Et quand on leur demande quelles sont les différentes raisons qui les poussent à cela, la première, la raison qui est citée le plus souvent, c'est la peur de commettre une erreur. Cette thématique revient à 53% des réponses. Et c'est suivi de près par une réponse qui consiste à dire que les démarches administratives semblent trop compliquées. Aujourd'hui, 85% des plus jeunes, de 18 à 25 ans, sollicitent un appui pour réaliser leur démarche administrative. Et toujours dans cette thématique liée à la simplicité, on peut rappeler cette étude marquante de l'INSEE qui avait évoqué le fait qu'un tiers des majeurs français avaient déclaré avoir renoncé au moins une fois à une démarche administrative en ligne. Alors certes, les 3/4 avaient utilisé d'autres voies d'accès, mais un peu moins de 10% avaient complètement abandonné la démarche, ce qui pose évidemment des problèmes en termes d'accessibilité aux droits pour les citoyens. Toujours pour creuser cet objectif de simplicité et de qualité du parcours, les Français ont évoqué le besoin de ce qu'on a appelé des portes de sortie en cas de blocage lors de la démarche administrative. On voit que la préférence pour Internet chute de 23 points en cas de problème ou de situation spécifique qui ne rentrent pas bien dans les cases ou en cas de besoin d'aide par les citoyens. Et aujourd'hui, on sait que les Français sont assez critiques par rapport à cette possibilité de pouvoir avoir des portes de sortie. 4 Français sur 10 estiment que la possibilité de contacter facilement un agent en cas de problème conditionne l'accessibilité des services publics, que c'en est une condition. Et la moitié des Français estiment qu'il est difficile d'identifier comment contacter directement un agent en cas de problème ou de blocage lors d'une démarche en ligne. Alors bien sûr, ayons un peu de recul, on sait bien que pour certaines procédures, la dimension physique reste extrêmement importante pour les citoyens. On peut penser par exemple à toutes ces procédures qui ont une valeur symbolique très forte, comme par exemple ce qui est lié au papier d'identité, le renouvellement de la carte d'identité par exemple, ou le fait de porter plainte. Bien sûr, après, ce qui est toujours un traumatisme, c'est aussi le cas de tout ce qui touche de très près aux enfants. Et là, on pense aux inscriptions à l'école, par exemple. Voilà. Donc on voit bien que certaines démarches, pour satisfaire les Français, tels qu'ils nous l'expriment, devront rester avec un accès peut-être prioritaire sur la dimension physique.
Et puis, bien sûr, là encore, ayons un peu de recul, la plupart des Français que nous avons interrogés, 57%, considèrent que le mode de contact direct est bien sûr plus agréable que le canal numérique. C'est 46% pour le canal physique et aussi 11% pour le canal téléphonique, qui apparaît souvent comme une alternative au canal physique. Peut-être une conclusion, en guise de plébiscite de la part des Français, c'est l'omnicanalité. L'omnicanalité est attendue par l'immense majorité des Français. Aujourd'hui, 94% des Français souhaitent plusieurs voies d'accès aux services publics. Je vous partage un verbatim d'un des Français que nous avons interrogé lors d'un des entretiens qualitatifs, qui disait, et ça résume parfaitement ses attentes, il disait, pour lui, l'échange idéal avec l'administration consiste à pouvoir faire le maximum par Internet avec la possibilité de contacter un agent en cas de problème. Finalement, ce sondé a résumé en une phrase ce que je vous explique depuis bientôt une demi-heure. Mais ça dit tout ce qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire la facilité de l'accès à Internet comme porte d'entrée un peu standard pour la majorité des procédures et des personnes, avec la possibilité d'avoir d'autres recours en cas particulier, en cas de difficulté, et le tout dans une logique de parcours intégré sans rupture entre les canaux. L'omnicanalité participe aussi du sentiment d'altruisme que les Français nous ont partagé. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux considèrent que les plus âgés doivent avoir d'autres modes d'accès que le numérique. Et vous l'avez vu tout à l'heure, les plus âgés eux-mêmes nous disent pas forcément que c'est le cas. Et donc on parle bien d'altruisme, c'est-à-dire ce sont les plus jeunes qui pensent à leurs anciens. Voilà. Pour finir, quelques recommandations pour essayer de dépasser et d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique. Nous proposons 5 axes de travail pour des services publics toujours plus proches des citoyens, sachant que ces axes de travail ont des niveaux de maturité peut-être un peu différents au sein des administrations. Le premier axe de travail, c'est bien sûr de continuer à élargir le périmètre des services publics accessibles en ligne. En effet, aujourd'hui, certaines procédures restent non réalisables en ligne et pourtant, elles sont massivement utilisées au cours de l'année. Quelques exemples, les autorisations de sortie scolaire, qui sont réalisées plus de 9 millions de fois chaque année. La demande de certificat de scolarité, réalisée plus de 5 millions de fois chaque année. L'inscription pour l'accès au portail du justiciable, 1,7 million de fois par an. Ou enfin, la recherche du véhicule à partir du numéro d'immatriculation pour les mises en fourrière, réalisée 350 000 fois chaque année. Il y a sûrement d'autres exemples, mais ceci vous donne une idée du chemin peut-être qu'il reste à parcourir au-delà des démarches essentielles qui ont déjà été dématérialisées. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on a appelé le focus usager, c'est-à-dire le fait de mettre l'usager au centre de la définition des parcours. Et donc de passer d'une logique où c'est l'usager qui va s'adapter à la procédure, vous savez, le respect du droit, à la procédure qui va s'adapter à l'usager, bien sûr, sans que ça aille à l'encontre du droit, évidemment. Les administrations ont déjà fait beaucoup de chemin sur ce sujet. On peut citer la logique de start-up d'État qui permettent de réaliser un certain nombre de services numériques après avoir identifié des problèmes très ponctuels des citoyens. Le droit à l'erreur, qui permet de partir du principe de la bonne foi des usagers dans ces relations avec l'administration et du droit de se tromper. Ou le développement de plus en plus fort de la logique de guichet unique, qui permettent de centraliser l'ensemble des informations et des interactions avec un citoyen, que ce soit au niveau de l'administration ou dans certaines collectivités, par exemple. Troisième
piste de travail, la généralisation de nos fameuses portes de sortie. Il faut donc qu'elles soient incluses systématiquement dans les processus numérisés et faciliter le passage et la continuité entre les canaux. Cette logique-là est complétée finalement par une logique du service après Internet. Aujourd'hui, le baromètre de la complexité évoqué tout à l'heure montre que pour 32% des Français, l'accès à un interlocuteur compétent et à une relation personnalisée est une attente prioritaire. 96% des Français jugent que le tout numérique n'est pas à la hauteur des enjeux en termes d'accès. Et c'est une des raisons, notamment, qui explique que le plan Borne évoqué tout à l'heure a des objectifs ambitieux, notamment en termes de décroché téléphonique en cas de problème. On cible 85% de taux de décroché, ce qui est le standard du marché. Deux dernières pistes, peut-être un peu moins mûres au sein des administrations, ce qu'on a appelé la segmentation des approches, c'est-à-dire le fait d'assumer qu'on puisse segmenter les approches en fonction des populations. On l'évoquait tout à l'heure, l'idée d'assumer le fait que l'accès par Internet peut être le canal prioritaire, mais qu'il y a bien sûr des publics fragiles à qui on doit proposer des modes d'accès spécifiquement designés pour leurs besoins. C'est aussi la segmentation, c'est aussi réfléchir en termes de moments de vie. Dernier axe de travail, c'est celui de la proactivité. Aujourd'hui, on a interrogé les Français sur ce sujet. 55% d'entre eux estiment que l'administration n'est pas assez proactive dans ses relations avec les citoyens. Et ils nous citent plusieurs axes de travail prioritaires. Le renouvellement des papiers d'identité, que l'administration prévienne les citoyens que leurs papiers vont arriver à échéance. Les documents pré-remplis, pour 54% d'entre eux. Et puis, il revient aussi également très fréquemment l'automatisation du versement des aides sociales pour les ayants droit. Il y a bien sûr eu plusieurs actions en termes de proactivité, notamment le développement de la logique d'API qui permet de faciliter les échanges de données et le pré-remplissage des formulaires, qu'on pense aux formulaires des impôts ou à certains formulaires de la CAF. Un vaste champ de travail que je vous propose de continuer à investiguer avec les experts que nous avons invités. Chacun d'entre eux est un praticien de l'administration qui travaille au quotidien dans la diversité des situations administratives pour renforcer la proximité des services publics et des usagers. Je vous remercie donc d'accueillir chaleureusement Antonin Blanquert, le directeur national de la retraite, Marine Boudot, haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion et responsable du pôle design.gouv, Alain Commeil, directeur de la Direction nationale d'intervention domaniale, et enfin Bernard Giry, directeur général adjoint à la transformation numérique pour la région Île-de-France. Merci à tous de nous accorder votre temps et de nous éclairer de vos expériences respectives. La première question que je voulais vous poser, c'est finalement de savoir comment chacun à votre niveau, que ce soit pour un projet ou plus largement pour une stratégie d'ensemble, comment vous vous êtes emparé de la notion de proximité des services publics. Antonin, est-ce que vous voulez commencer par nous donner vos éclairages ? Avec plaisir. Bonjour à tous. C'est bon, ça marche bien. Du coup, effectivement, sur cette question de la complémentarité, peut-être le point important, mais vous l'avez évoqué dans votre rapport, c'est cette rétrospective historique que vous nous avez proposée, sur laquelle, pour le coup, le réseau de la CNAV, des CARSAT et des caisses générales en Outre-mer se retrouve bien, avec d'une part une rationalisation de notre maillage territorial qui nous a beaucoup mobilisés, même si ça n'a pas été sur un temps très spécifique, mais malgré tout,
on va dire sur le début des années 2000, et puis qui s'est accompagné avec le développement de la partie numérique, alors peut-être un peu plus tardif chez nous, en partie et principalement parce que les usages, c'est quand même le point de départ de notre réflexion, et que de fait le public auquel on s'adresse en tant que caisse de retraite était peut-être moins familier des démarches en ligne. En tout cas, c'est ce qu'on a un peu présupposé. Et c'est ce qui fait que probablement que le développement des services en ligne dans l'univers des caisses de retraite s'est plutôt fait sur la seconde partie des années 2010, là où, vous l'avez rappelé, sur d'autres services publics, les choses ont été peut-être initiées plus en amont. Une fois qu'on a dit ça, la difficulté et ce qui explique un peu cette logique de complémentarité, c'est, mais vous l'avez également indiqué, c'est cette aversion de plus en plus forte des concitoyens à la complexité. Et je dois avouer qu'en tant que gestionnaire, moi je n'ai pas d'avis politique, mais la retraite est par définition une démarche assez complexe. Je rappelle que voilà, c'est, vous le savez, une prestation qui vient entre guillemets couronner une quarantaine d'années de vie active, qui intègre des événements de vie extrêmement divers, la maladie, le chômage ou autre, et tous ces éléments évidemment vont conduire au versement d'une prestation pendant en moyenne plus de 20 ans. Donc du coup, on est sur une prestation extrêmement complexe qui intervient à un moment clé et on est face à cette difficulté voilà, de recherche d'attente d'instantanéité du service public, de simplification des démarches et avec cette logique souvent qu'on constate un peu de double peine pour les publics fragiles qui ont des dossiers complexes parce que des parcours de vie et de vie professionnelle hachés, des difficultés de compréhension par rapport aux subtilités de nos démarches administratives et un besoin de réassurance, voire d'accompagnement particulièrement prégnant. Donc du coup, tout l'enjeu pour ce qui nous concerne, c'est justement de faire vivre cette complémentarité des services en ligne qui offrent des vraies perspectives, je pense, pour faciliter l'accès aux droits et justement la simplicité des démarches, et d'un autre côté de capitaliser sur ce maillage de proximité qu'on a déployé et qu'on essaye de faire vivre. Alors aujourd'hui, je m'arrêterai peut-être là-dessus, on a deux atouts qui sont importants. D'abord, on a constaté une explosion du recours aux démarches en ligne, plus que ce qu'on aurait présupposé. Quand on a notamment mis en place une demande de retraite en ligne interrégime, qui permet d'irriguer l'ensemble des régimes auxquels on peut prétendre en tant que futur retraité, on ne s'attendait probablement pas à ce que ça ait un tel succès. On avait présupposé que 50-60% de recours à ces démarches était déjà un objectif assez ambitieux. C'était l'objectif que nous avait fixé l'État sur la période 2018-2022. On constate, et peut-être que la crise sanitaire a accéléré les éléments, mais indépendamment de ça, qu'en fait, très rapidement, les usages sont allés très vite. Et l'explosion du recours à ces démarches a été très significatif. Et on est aujourd'hui autour de 70-75%. Alors ça varie évidemment selon les situations, etc. Mais quand même un recours massif au numérique. Du coup, paradoxalement, ça nous oblige davantage sur les 25-30% restants de mettre en priorité à disposition notre maillage territorial pour aller au-devant de ces publics. Et passer d'une logique, et c'est ce qu'on essaye de faire en envisageant cette complémentarité, d'une logique d'accueil où on reçoit les gens, puisqu'évidemment l'accessibilité et l'accueil dans le service public est indispensable, mais une logique d'accueil et une logique de conseil. Ce qui veut bien dire, et ça nous fait progressivement évoluer, mais c'est un changement culturel assez profond dans nos organisations, dans cette logique que vous évoquiez dans la 5e des pistes, si j'ai bonne mémoire, qui est cette logique de proactivité, d'identifier le plus possible en amont les publics sur lesquels on pressent des difficultés, pas toujours simple à les trouver, avoir leurs coordonnées de contact, et puis également après être en capacité effectivement de mettre à profit nos accueils, peut-être moins dans une logique de guichet que dans une logique de projection, avec tout ce que ça peut poser, y compris en termes logistiques, en termes de capacité à projeter nos équipes, en itinérance, et tous les éléments de coût que ça revêt. Voilà, donc en synthèse, la logique de complémentarité, elle est plutôt forte. Je pense que le point central et le point d'attention important qui nous concerne, c'est aussi cette capacité à convaincre l'interne dans nos équipes et en gestion que le numérique n'est pas un effet de mode, n'est pas quelque chose qui va se substituer au travail, à l'expertise de nos équipes, avec voilà, ce syndrome un peu de la peur de l'outil, mais plutôt quelque chose qui permet de renforcer le service public et de couvrir mieux et de manière plus satisfaisante les publics qui en ont le plus besoin, avec, je le redis encore une fois, un défi
complexe pour nous, qui est cette aversion à la complexité administrative, voilà, dont on est l'opérateur et qui est le fruit des décisions politiques qui nous dépassent bien évidemment, mais dont on sent qu'elle met à rude épreuve toutes nos intentions en matière de développement des services en ligne et de maillage territorial. Merci Antonin. Un bon exemple de la complémentarité entre les canaux qu'on évoquait tout à l'heure. Alain, un peu sur la même question, vous avez expérimenté le type de démarche orientée usager lors de différents projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Merci, merci d'abord pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis enchanté d'être parmi vous pour vous parler de la transformation. Alors, pas de toutes les transformations, mais d'une transformation de la mission des successions vacantes. Alors, succession vacante, dit comme ça, c'est pas très fun, hein, je vous reconnais. Je reconnais, peut-être pour faire un peu de teasing, ça vous permettrait peut-être, ce qu'on a mis en place, de trouver une succession. Vous avez un oncle d'Amérique dont vous pourriez hériter. Donc voilà, le sujet est un peu délicat, un peu sensible. Et pour essayer de lui donner un peu d'attrait, on peut aussi l'aborder comme ça. Alors nous, succession vacante, c'est quoi déjà ? La succession vacante, c'est une succession pour laquelle il n'y a pas d'héritier ou d'héritier. On renonçait à cette succession. Donc le rôle du domaine, c'est un rôle de notaire public, si vous voulez, et on va gérer cette succession. Gérer cette succession, on liquide des actifs, on va payer des dettes. Voilà, je le résume comme ça. La problématique de la proximité physique, ça fait longtemps que le problème ne se pose plus. Comme beaucoup de services de la DGFiP, il y a eu des restructurations et ces activités qu'on trouvait dans chaque département il y a une vingtaine d'années, c'est aujourd'hui 17 pôles, des pôles supradépartementaux ou régionaux. Donc voilà, on est loin de l'époque où on permettait à chaque Français d'accéder à une journée de cheval jusqu'au chef-lieu. Là, on a d'autres moyens de locomotion que le cheval, vous allez me dire. Mais voilà, on a résolument rationalisé ce réseau pour avoir de la spécialisation, parce que ce sont des métiers qui sont excessivement techniques. Donc la proximité, on l'a perçue, on l'a appréhendée, tout ce que je vais appeler un peu d'empathie. C'est quoi les attentes de nos usagers, c'est quoi les attentes de nos partenaires et comment on peut y répondre. Alors, ce n'est pas révolutionnaire, ce dont je vais vous parler, c'est la construction d'un site internet qui permette de répondre le mieux possible à toutes les questions que les uns et les autres peuvent se passer. Donc, ce qu'on a fait, on n'a pas voulu faire le bien des gens malgré eux, on est allé interroger nos usagers, nos partenaires. On leur a demandé qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez être en relation avec nous en tant qu'héritier, vous pouvez être en relation avec nous en tant que juge, en tant que notaire, en tant que créancier, en tant que banque. Voilà, quand on a des actifs, nous on va au-devant des banques et on leur demande c'est quoi, qu'est-ce que vous possédez au nom de telle ou telle personne. De la même façon pour l'assurance vie. Donc on les a interrogés, on leur a demandé comment on peut répondre au mieux à vos besoins. Le premier des besoins, c'était de l'information. La succession vacante, ce n'est pas un concept intuitif. Donc on a, sur notre site, expliqué ce qu'est une succession vacante et de quelle façon on peut effectivement être dans une succession vacante. Deuxième questionnement, et c'est un questionnement pour nous qui est très important, un enjeu essentiel, c'est savoir si on a été nommé dans une succession vacante. Combien de fois on a des personnes qui se tournaient vers nous et la succession n'était pas vacante. Alors soit parce qu'il n'y avait pas de succession vacante, soit parce que le juge ne nous avait pas nommé. Donc ça, c'était aussi un besoin important, savoir si le domaine avait été nommé. Autre question, comme notre organisation n'est pas intuitive, des pôles supradépartementaux, c'est pas, voilà, il faut connaître l'organisation, il faut être de l'intérieur pour connaître l'organisation, c'est pouvoir déterminer quel est le pôle sur le territoire qui a en charge cette succession vacante. Autre information qui était essentielle pour l'ensemble de nos partenaires, quel est l'état d'avancement de la succession ? Est-ce que vous venez d'être nommé ?
est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle, nous, l'état des actifs et des passifs de cette succession? Est-ce que la succession a été clôturée? C'est toutes ces informations qu'on nous demandait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a créé un site avec effectivement l'ensemble de ces informations pour permettre à tout un chacun d'être informé. Donc ça, c'est une première phase de notre site et qui rencontre un grand succès. On a des dizaines de milliers pour l'instant, des dizaines de milliers. Les millions, ça viendra très grand après. Succès. Mais voilà, des dizaines de milliers de connexions sur ce site. Parfois, ce sont des connexions très courtes. D'autres fois, on voit, ce sont des personnes qui ont cherché de l'information précise. Et on le voit, et pour boucler avec mon teasing tout à l'heure, beaucoup de personnes qui ont revendiqué des successions. On traitait une succession, il y avait un héritier qui ne s'était pas manifesté, et des personnes sont venues revendiquer des successions. Ce n'est pas un appel que je fais, hein. On est très content de gérer nos successions, on fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, voilà, ce site, il est là aussi pour gérer en toute transparence ces successions et permettre à chacun de pouvoir exercer ses droits. Et donc un vrai exemple de ce que peut apporter en termes de qualité du service rendu l'orientation usagée. Puisque la première question qui a été posée par Alain et ses équipes, c'est d'aller voir les usagers pour leur demander mais qu'est-ce que vous attendez réellement qu'on vous mette sur ce fameux site. Merci beaucoup Alain. Bernard, si on analyse aussi cette question, vous réfléchissez actuellement à la stratégie numérique de la région. Comment faites-vous pour définir les cas d'usage prioritaires, finalement ordonner la façon dont vous allez numériser vos services publics? En tout cas, merci et bravo pour l'étude. On a retrouvé beaucoup de cas, ou en tout cas d'analyses qu'on avait intuitivement ou un peu moins intuitives, mais en tout cas, et cette notion de qualité du parcours, finalement, a conduit à cette réorganisation à la région. Donc, il y a 18 mois, on a créé ce pôle de transformation numérique qui a rassemblé à la fois une DSI réorganisée, une direction du numérique et le numérique des lycées, on y reviendra, puisque la région est compétente sur les lycées avec 450 000 lycéens et 45 000 profs. Donc c'est une autre segmentation telle que vous l'évoquiez aussi avec ton adresse. Et puis une direction de la donnée, puisque dans ce parcours usager, finalement, la qualité de la donnée est hyper importante dans la façon de le travailler. Donc on a travaillé, et la région, finalement, au-delà des lycées, c'est quoi? C'est beaucoup de subventions. Finalement, c'est quand même une grosse banque à subventions sur des domaines assez variés, qui vont de la culture au sport, à l'environnement, au développement économique, etc., avec 400 régimes d'aide, donc ça veut dire 400 documents qui expliquent le type de subvention, l'éligibilité, ce que vous pouvez en faire. En fait, on en a 700, mais il y en a 300 inactifs, et donc ça fait partie justement de cette revisite, de se dire finalement, qu'est-ce qu'on supprime ou pas, qu'est-ce qu'on éteint, et comment on va au bout de cette démarche. Donc effectivement, la première priorité a été de se centrer là-dessus, et avec une baseline qui rejoint ce que vous dites, c'est simplifier la vie des franciliens et simplifier le travail des agents. Parce qu'on est persuadé que ça repose sur ces deux pieds. Pour pouvoir simplifier le parcours client, il faut pouvoir aussi simplifier le travail des agents et leur donner les outils pour qu'eux aussi, d'une certaine manière, ils sont aussi un des clients des outils de la transformation numérique qu'on met en place. Donc on essaye de tenir ces deux pieds. Aujourd'hui, en termes de parcours client, on s'est aussi rendu compte qu'on demandait 2 fois trop d'informations. On a fait un petit test, là, on va lancer une grosse démarche à partir de ce mois-ci. Mais globalement, sur une dizaine de services, on s'est rendu compte qu'on pouvait diviser par 2 le nombre d'informations qu'on demandait. Pour quelles raisons? Soit parce que les informations existaient par ailleurs dans le cadre d'API de l'État, et donc il n'y avait pas nécessité de les redemander. Mais là, on reviendra le problème de la culture administrative, qui est de dire j'ai besoin du document pour le contrôler au cas où on ne sait jamais si on me le demande. Et donc il faut renverser cet élément-là en disant, en tout cas pour nous, collectivités, si on a une information qui a été contrôlée par l'État, elle est valable, elle est utilisable et on n'a pas besoin de la redemander. Vous avez des fois d'autres informations de la même manière. Alors c'est arrivé uniquement sur un seul document, mais où on demandait les revenus fiscaux et en fait, à aucun moment, l'aide n'était
conditionné au revenu, mais pareil, à un moment donné... Le fameux au cas où. Au cas où. Au cas où. Et donc voilà, donc globalement c'est ce process-là, et donc du coup, focalisation en tout cas pour nous sur cette partie-là. Alors on n'a pas de service, on n'a jamais eu de service de proximité, on va dire dans les régions, ça a toujours été un siège en fait. Et donc la relation numérique, sinon elle était soit par courrier, soit par téléphone. Ce qui fait que du coup, cette démarche de simplification et de transfo numérique s'accompagne à la fois par une revisite effectivement des outils, mais par une revisite assez forte du lien téléphonique et donc de ce parcours utilisateur conjoint et unifié. Et ce qui fait que la troisième brique a été la création d'un CRM à l'échelon de la région, justement pour pouvoir réunifier ces informations autour de l'usager. Voilà. Et puis deuxième brique, et on y reviendra sur les jeunes ou les lycéens, là c'est l'inverse, on a 473 lycées physiques, et ce qui manquait c'était plutôt le numérique. Donc après une première phase d'infrastructure, en 2016, à l'arrivée de Valérie Pécresse, il y avait 20% des lycées qui avaient du très haut débit, et aucun lycée n'avait du Wi-Fi. Ça paraît étonnant, mais donc du coup, entre-temps, on a posé 50 000 bornes et 11 000 switches pour y arriver. Et donc on est enfin dans une phase où on peut effectivement engager une transformation numérique. Mais on y reviendra effectivement sur la partie lycéens et leurs usages, oui, qui rejoint aussi un peu vos études. Qui sont là encore des publics bien spécifiques, avec des attentes spécifiques également. Merci beaucoup Bernard. Marine, pour finir sur cette question, vous avez plutôt la vision, on va dire, interministérielle via votre poste à la DINUM. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on pilote finalement un plan de transformation de grande ampleur avec 250 démarches et peut-être demain bien encore plus. Voilà, comment on fait? Est-ce qu'il faut poser des indicateurs? Voilà. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et toutes. Donc en fait, voilà, en effet, je travaille à la direction interministérielle du numérique, qui, je le rappelle, a vocation de travailler avec tous les ministères en interministériel et a vocation à accompagner la transition numérique, accélérer, s'assurer d'une maîtrise des coûts, conseiller, accompagner, etc., etc. Et donc dans ce cadre-là, en 2019, et vous l'aviez mentionné tout à l'heure dans la présentation du rapport, nous avons lancé ce qu'on a appelé l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne, qui recense 250 démarches administratives et services numériques qui étaient et qui sont toujours parfois en voie de numérisation. Et surtout, cet observatoire, il a vocation à avoir cette vue transversale, ministère par ministère, de la qualité des services aux usagers. Alors, cet observatoire... Et d'ailleurs, je profite pour dire, dans 2 jours, le ministre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, va réannoncer de nouveaux engagements et un nouvel observatoire, donc jeudi 15 à 15h. Mais en attendant, je peux vous partager un peu ce qu'on a construit ces 4 dernières années, parce que quand on lance un outil interministériel comme ça, au démarrage, les ministères, on ne peut pas dire qu'ils ont fortement apprécié. C'est un outil qui est public. Tous les résultats des indicateurs sont accessibles sur observatoire.numérique.gouv.fr. Donc quand on voit des notes de satisfaction qui sont à moins de 5 sur 10, par exemple, voilà, ça ne donne pas la meilleure image. Mais ça permet de se challenger les uns les autres et justement d'essayer ensemble d'atteindre des objectifs ambitieux. Donc les indicateurs qu'on regarde dans cet observatoire pour quantifier de la qualité des services, ça va être le premier indicateur le plus important, c'est la satisfaction des usagers. Vous avez sans doute vu peut-être cette année, quand vous avez réalisé votre déclaration de revenus, à la fin de la démarche, un bouton « Je donne mon avis » qui permet de dire est-ce que c'était facile, pas facile, est-ce que vous avez compris le langage ou pas, etc., etc. Depuis 2019, c'est plus de 10 millions d'avis qui ont été recensés sur cette plateforme. Et en fait, tous nos partenaires interministériels, les ministères, les opérateurs, ont accès à ces résultats au verbatim pour justement pouvoir améliorer leurs services en continu. Et c'est d'ailleurs marrant parce que la déclaration de revenus, c'est un exemple que j'aime bien. Quand on parle de la déclaration de revenus, les personnes en général disent « Ah, mais c'est facile, il n'y a presque rien à faire, en tout cas pour les profils les plus simples, entre guillemets. » Mais moi, j'aimerais challenger chacune des personnes à faire une explication de texte sur cette déclaration de revenus. Est-ce que vraiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer est-ce que chacune des lignes veut dire et à quoi elle fait référence? Et moi, ça, j'en suis un peu moins sûre. Donc, dans le cadre de cet nouvel observatoire qui va sortir donc, dans 2 jours, on a ajouté aussi un nouvel indicateur sur la simplicité du langage. La simplicité du langage, on le voit,
toutes nos démarches, on ne parle pas au même niveau de français. Donc voilà, on ne doit pas avoir un diplôme en procédure administrative pour pouvoir réaliser des démarches. Et on l'a vu aussi dans l'étude, les jeunes aussi subissent ça de plein fouet. Donc satisfaction usagée, simplicité du langage, accessibilité numérique aussi aux personnes en situation de handicap. Depuis 2019, collectivement, avec les ministères, on a fait des belles avancées. Il faut savoir, je le rappelle rapidement, la loi est simple à comprendre sur le sujet. Chaque service public numérique doit être 100% conforme aux règles d'accessibilité. Et ça depuis 2012. Mais jusqu'à présent, donc en 2019, quand on a démarré l'Observatoire, c'était à peu près 12% des services recensés qui avaient un taux de conformité supérieur à 75%. Aujourd'hui, on a fait un bond à 40%. Donc c'est on va dans la bonne direction, mais ce n'est encore pas assez. Et cet observatoire, il nous permet aussi de fixer des objectifs, et donc notamment sur le sujet de l'accessibilité numérique, et ça a été annoncé lors du CITP, Comité interministériel de la transformation publique, il y a un mois, un nouvel objectif ambitieux, donc s'assurer que d'ici décembre 2025, 100% des services recensés dans l'Observatoire aient un taux de conformité égal à 100%. Voilà. Satisfaction utilisateur, accessibilité numérique. On ajoute aussi un nouvel objectif. Justement, on parlait tout à l'heure. Super si une majorité des Françaises et Français peuvent réaliser leurs démarches en ligne, mais il y aura toujours des personnes qui ne pourront pas. Et donc là aussi, on a rajouté dans le cadre du CITP un nouvel objectif à décembre 2025, c'est-à-dire que chaque démarche recensée puisse offrir une alternative en personne, au téléphone. En tout cas, le numérique ne doit pas être la seule voie possible. Voilà. Et donc, cet outil, il est maintenant, au départ, c'était pas forcément apprécié, disons, que de tous les ministères. Et maintenant, c'est un outil qui est vraiment accepté, qui est utilisé aussi en Conseil des ministres, qui est suivi et qui est porté politiquement, et qui permet vraiment de cranter des objectifs et d'avancer ensemble vers une qualité meilleure des services publics numériques. Une vraie démarche de transparence vis-à-vis des citoyens et de remise en question, quelque part, de l'administration. Marine, merci beaucoup. Je vous propose de garder un peu la parole sur la question suivante. C'est vrai qu'on l'a un peu parlé, public fragile, on reproche souvent au numérique d'écarter certains publics de l'accès aux démarches administratives. Quels sont les enjeux finalement à adresser pour éviter cet écueil ? Quelles sont les recommandations qu'on pourrait faire aux services publics ? Alors, la première chose dont je parlais à l'instant, c'est s'assurer que le numérique n'est pas la seule voie possible pour réaliser une démarche. Et nous, on regarde aussi, il y a d'ailleurs une circulaire qui va sortir très prochainement, qui sera dans les bacs très prochainement. Nous, on essaie vraiment de sensibiliser les ministères, les équipes produits, projets qui pilotent des services numériques à multiplier les actes de recherche utilisateur. Alors, qu'est-ce que j'entends par recherche utilisateur ? Ce n'est pas regrouper des personnes dans un panel ensemble qui vont s'influencer les unes les autres. Non, c'est tester l'utilisabilité de chacun des services et les parcours que vont suivre les personnes. Donc, c'est par exemple, nous, on accompagne les ministères à justement faire ça. Donc, par exemple, une démarche qui s'adresse aux agriculteurs. On va aller recruter, entre guillemets, des agriculteurs qu'on va rémunérer, parce qu'évidemment, le temps qu'ils passent avec nous pour aider à améliorer la démarche, ce ne doit pas être un temps qu'ils ne passent pas à traire ou à faire d'autres choses. Et l'avantage, c'est le meilleur moyen de rendre compte, en fait, d'objectiver la difficulté, la simplicité ou la complexité d'un service et d'identifier en fait quel blocage il faut attaquer en priorité. Et on invite aussi évidemment les personnes plus hautes hiérarchiquement dans les organisations à participer, et elles le font, à ces tests d'utilisabilité, parce que dans nos bureaux, dans nos espaces, on oublie très facilement et très rapidement ce que c'est que de galérer sur un service public numérique. Et d'ailleurs, je vous invite aussi parfois à aller rencontrer aussi des médiateurs numériques qui accompagnent les personnes qui sont éloignées du numérique. On a parlé d'électronisme tout à l'heure.
Et c'est le meilleur moyen de se rappeler de la complexité et de la violence aussi qui peut être subie quand on réalise des services, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit peut-être pas expert du numérique, ou qu'on ait aussi, et c'est le cas, voilà, beaucoup de démarches à gérer et qu'on se sente vraiment sous le poids et sous la peur aussi de mal faire. Et ça aussi, je pense qu'on l'a tous peut-être senti un jour ou l'autre quand on faisait une démarche. Donc la recherche utilisateur, rendre aussi 100% conforme les démarches aux personnes en situation de handicap. Et avec ces deux leviers, moi je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour offrir des services voilà, les plus adaptés. Et d'ailleurs, ce n'est pas applicable que sur le numérique, c'est aussi applicable sur les politiques publiques. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, hein, des circulaires, des voilà. Merci beaucoup, Marine. Dans cette même logique et dans cette attention avec les publics les plus fragiles, Antonin, le public cible, c'est plutôt les personnes âgées qui souvent sont jugées moins à l'aise avec la thématique du numérique. Comment faites-vous pour finalement traiter cette dimension, avoir cette attention aux publics les plus fragiles? Est-ce que vous promouvez par exemple l'intermédiation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Effectivement, alors peut-être déjà juste en préambule, rappeler que l'omnicanal est évidemment un engagement de service public et je me retrouve bien dans l'idée que chaque démarche numérique doit être accompagnée d'un recours à une alternative. Elle représente un investissement quand même assez significatif pour les opérateurs de service public. À chaque développement de nouveau canal, on ne constate pas une baisse à due proportion de l'autre canal. Ça serait trop simple. C'est tentant hein, de se dire, voilà, je vais investir sur des services en ligne, du coup, je vais baisser le téléphone. Je prends l'exemple du téléphone parce qu'on avait présupposé un peu dans nos échanges avec l'État entre 2018 et 2022 que la part du téléphone se réduirait parce qu'on considère tous qu'à moyen terme, c'est probablement un canal qui va stagner ou se réduire. Bon. Je l'attends toujours, non pas que ça me pose un problème évidemment, mais donc du coup là on est sur un nouveau cadrage conventionnel avec l'État sur lequel on prend des engagements de plus de rendez-vous, puisqu'on essaye de tendre vers une multiplication par 3 des rendez-vous d'ici 2027, plus de réponses de qualité au téléphone, avec des taux de décroché, vous avez rappelé les annonces du comité interministériel à la transformation publique, mais voilà, un 85% de décroché au téléphone, qui ne comprendrait pas forcément d'ailleurs les réponses prises par des serveurs vocaux interactifs. Donc ça rajoute, puisque voilà, on peut avoir une réponse par une machine, mais si la machine donne une forme de réponse, etc. Mais là, on est vraiment sur du décroché personnalisé, donc on le comprend tout à fait, mais tout ça représente des investissements importants. Et puis une augmentation du recours aux démarches en ligne. Par rapport à la question des publics fragiles, alors, j'ai 2 exemples récents. On a mis en place un service en ligne, il y a maintenant 1 an et demi à peu près, de prise de rendez-vous en ligne. Voilà, prise de rendez-vous. Il y a différentes manières de prendre rendez-vous. Vous appelez notre numéro de téléphone et vous demandez un rendez-vous. Vous vous rendez spontanément en accueil et on a tendance à vous expliquer que pour traiter un dossier efficacement, il vaut mieux le faire sous format rendez-vous. Mais bon, vous pouvez aussi avoir une prise en charge ponctuelle. Vous pouvez avoir, et vous avez aujourd'hui un acteur qui monte en charge, qui est France Service, vous l'avez évoqué, dont on est un partenaire historique très clairement. Et puis voilà, on a mis en place ce service qui permet de prendre rendez-vous en ligne, qui a un effet naturel de transparence, voilà, et qui rejoint un peu ce qui était évoqué par la DINUM, mais qui est aussi que vous voyez un peu plus quand vous n'avez pas de plage disponible. Donc là, vous créez du mécontentement. Vous l'assumez, vous l'affichez. Et ça, encore une fois, en tant que service public, on est à l'aise pour l'expliquer. On voit bien après que ça s'accompagne, notamment au niveau des équipes et au niveau du ressenti utilisateur. Mais donc, du coup, voilà un exemple de service en ligne qui peut faciliter l'accessibilité. Un second exemple, je vais un peu plus vite, c'est on a mis en place la demande de réversion en ligne. Oui. Donc, la pension de réversion qui, dans l'univers des caisses de retraite de sécurité sociale, est plafonnée, donc s'adresse à des publics fragiles. Du coup, quand on a développé ce service, quand on l'a mis en place, on était prudent sur le rythme auquel il allait se développer, rencontrer son public. Et finalement, on s'est rendu compte que ça a été extrêmement significatif, puisqu'aujourd'hui, alors les derniers chiffres je ne les ai pas forcément en tête, mais on est autour de 40%. Pourquoi on a un service qui s'adresse à des publics fragiles qui rencontrent un tel succès? Eh bien parce que, évidemment, ce n'est pas la personne qui peut en bénéficier qui y recourt, mais c'est également un moyen pour les proches qui parfois n'habitent pas dans le même territoire, finalement d'aider madame, c'est plus souvent madame que monsieur, conjoint survivant, à réaliser les démarches.
Ce type de service en ligne montre bien que parfois, quand on s'adresse à un public, on oublie un peu effectivement le rôle que peuvent jouer des intermédiaires, la famille, c'est l'évidence, mais également des relais de proximité. Je parlais de France Service sur lequel justement tout le développement et le renouvellement de la démarche France Service vise à faciliter et à mettre en place des facilitateurs numériques, l'aide à la réalisation des démarches. On voit en tout cas que le numérique, dans une approche servicielle, peut plutôt répondre aux défis des publics fragiles. Et le dernier point, c'est également le numérique qu'on ne voit pas. Ça a été un peu évoqué, mais cette fameuse... Alors, on appelle ça le « dites-le-nous une fois ». C'est en tout cas cette intention très forte, mais qu'on doit concilier avec d'autres éléments, et en particulier le RGPD et le respect des libertés publiques. On ne peut pas utiliser une information qui serait disponible chez un autre partenaire de l'administration sans avoir une forme de consentement. Là-dessus, évidemment, les choses sont encadrées. Pour autant, on voit bien qu'on a ces grosses marges de manœuvre. Alors, mon voisin disait éviter de demander des pièces dont on n'a pas besoin, c'est une chose. Essayer au maximum d'aller chercher la pièce là où elle est plutôt que de la solliciter. C'est une évidence, et du point de vue usager, c'est une attente très forte. On voit bien qu'on a malgré tout un cadre réglementaire, des contraintes de système d'information qui font qu'on parfois subit, en tout cas on a du mal à aller au rythme auquel on souhaiterait l'aller, et sur lequel on a des difficultés à l'expliquer aux usagers qui nous disent mais moi j'ai déjà donné cette pièce, etc. Mais on dit bah oui, mais vous n'avez pas explicitement donné votre consentement à l'instant où vous l'avez donné. Parfois, c'était il y a 5 ou 10 ans. Et puis après, il y a des sujets de grosses machines derrière. C'est comment je plug et je gère l'interopérabilité. On a les AIPD qui nous permettent d'y accéder de manière unitaire. Mais dès lors qu'on commence à être sur des services de masse, avec une dimension industrielle, évidemment, il y a des sujets d'échange de données un peu plus massifs. Et tout ça se structure, se développe assez rapidement, mais probablement jamais assez vite du point de vue utilisateur. Ouais, sans doute. C'est vrai que là, vous évoquez la dimension outil, qui est absolument essentiel. Je voudrais maintenant qu'on revienne un petit peu sur l'aspect, le rôle des agents dans cette transformation. Alain, vous êtes directeur d'un service de l'État. Comment accompagnez-vous les agents pour qu'ils adoptent cette posture qui soit plus centrée sur l'usager ? Alors, la qualité de service, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos usagers. Dans notre démarche, nous, les agents sont toujours au cœur de la réflexion. Dans une mission comme celle-ci, je vais y revenir, les gains de productivité sont essentiels. Quelques chiffres pour l'illustrer. Les successions vacantes, c'est 335 millions d'euros. On a doublé les actifs gérés en l'espace de 5 ans. Et sur le nombre de dossiers, c'est 17 000 dossiers par an. 220 agents. Donc je vous laisse faire le ratio, vous allez voir ce que ça donne par jour. Et ces nominations, donc 17 000, elles sont en progression de 50%. Et si on se projette dans quelques années, on a des règles démographiques qui sont bien connues, on a 50% de plus dans les années qui viennent. Et les effectifs ne vont pas croître en conséquence, c'est clair. Ils vont se maintenir où ils sont. On aura peut-être un petit effort. La DGFiP est sensible à la charge de travail de ces services et on a quelques créations d'emplois, mais absolument pas à la hauteur des enjeux. Donc, numériser, digitaliser tout ce qui peut l'être, on répond à la fois à des besoins des usagers et des partenaires, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi répondre aux attentes de nos agents. Quand on n'avait pas le site, alors on est en multicanal, le site internet, c'est pas on ne répond plus au téléphone, on ne répond plus au courrier. C'est du complémentaire, mais c'est évidemment des simplifications massives pour nos agents. Imaginez tous les créanciers sur des successions vacantes, ce sont des coups de fil, ce sont des mails, ce sont des courriers. Quand on a des revendications, c'est pareil. Quand on a en face des tribunaux qui nous transmettent des dossiers papier, c'est une charge de travail qui est très très lourde. Donc il y a évidemment un enjeu crucial pour nos équipes de voir tous ces travaux automatisés le plus possible. On a par exemple été l'un des premiers services de l'État à utiliser des assistants digitaux pour faire le recensement de tous les actifs dématérialisés, pas pour faire les inventaires dans mobilier des biens détenus dans une succession vacante, mais pour tous les actifs financiers détenus. La DGFiP, on a quand même quelques fichiers en la matière, mais un agent devait aller consulter
autant de fichiers qu'il y avait d'actifs financiers, pratiquement. Donc on a des assistants digitaux qui ont été mis en place et qui permettent effectivement de faire un recensement de l'ensemble de ces actifs. Donc ça, ce sont des simplifications essentielles pour gagner du temps. Une succession vacante, pour être nommé, il y a pratiquement 3 ans. Donc ça, c'est l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure, se faire connaître, flécher les services qui sont compétents, flécher l'avancement du dossier, tout ça nous permet de gagner du temps. Mais la gestion d'un dossier lui-même, c'est important qu'il puisse être tracé rapidement, parce que le temps qui passe, c'est un appauvrissement des successions. Vous avez des taxes, vous avez des droits de copropriété, vous avez des abonnements. Tout ça vient effectivement peser sur les actifs de la succession. Donc le fait de gagner du temps est un enjeu crucial pour effectivement avoir des successions qui ne s'appauvrissent pas. Donc c'est vraiment la logique de démonstration pour les agents aussi de ce qu'ils peuvent en retirer de cette approche. Il n'y a pas d'opposition d'intérêt là, vraiment c'est convergent. Alors c'est peut-être la facilité dans ce dossier, parce que parfois la numérisation, les équipes, elles la vivent comme une remise en cause et autres. Là, pas du tout. Là, ils comprennent bien que le fait de numériser l'ensemble des process, on ne remet pas en cause leur travail, on essaie de simplifier toutes les tâches qui sont les plus routinières ou ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Le fait de recevoir une demande d'information, est-ce que je suis nommé, est-ce que vous êtes nommé ou pas, le fait que notre site internet réponde à cette question, c'est du temps gagné pour faire autre chose et se consacrer à des tâches à plus grosse valeur ajoutée. Merci Alain. Bernard, sur le même sujet, comment accompagnez-vous le changement culturel de vos agents ? À 3 niveaux. Il y a les agents, on va dire, de la région en dehors de notre pôle. Il y a nos agents du pôle et la façon dont on les accompagne et ce qu'on met en place. Et puis, il y a aussi la gouvernance, DGS et autres DGA, puisque c'est un élément important aussi dans cet environnement-là. Pour commencer sur la partie interne, on a davantage renforcé, suite à la création, on a aussi renforcé la transversalité. On voyait bien que dans ces démarches de simplification, on met en jeu beaucoup d'acteurs qui traditionnellement, mais c'est, je crois, administration publique ou privée, cette notion de silo existe toujours. Et je dirais qu'on a remis en place des gouvernances où on a à la fois un comité d'engagement de projet, où on le valide, mais qui sur l'élaboration d'une feuille de besoin, ça paraît bête, mais on redemande aux agents, aux directions métiers, de réexpliciter pourquoi ils veulent faire ça. Souvent on dit, on vient, allez, j'ai besoin de cet outil, j'ai besoin de ça, etc. Mais finalement, l'orientation sur la politique publique ou le bénéfice n'était pas clairement exprimé. Donc on a réimposé de réexprimer ça au travers d'un document assez simple, mais qui finalement est le point de départ du suivi du projet dans sa durée au travers de cette feuille. Et puis le deuxième comité, qui est celui de validation et de démarrage, et sur lequel on met autour de la table à la fois le responsable de tout ce qui est l'urbanisation, donc typiquement pour pouvoir faire des API, pour pouvoir interconnecter, c'est la personne qui est en charge et qui connaît le SI et qui sait comment on va pouvoir croiser ces données et fluidifier le parcours, la personne en charge du RGPD, le designer, puisqu'on a aussi recruté un designer dans ces démarches-là de service. Et donc finalement, en mettant autour de la table et en présentant les projets avec la direction métier, je pense qu'on a fluidifié une partie de ce chemin-là. La deuxième partie, c'est vis-à-vis des agents. En fait, c'est profiter de l'investissement dans des nouveaux SI ou nouveaux services numériques pour les autoriser à se réinterroger. En fait, on doit changer culturellement aussi parfois le rôle de l'agent, qui fait la même procédure ou qui a une certaine habitude, qui n'a peut-être pas le sentiment d'avoir le droit de réinterroger ou de remettre en cause des choses. Et donc à nous de les aider en leur disant, mais en fait, le process que vous avez depuis 5-10 ans, pour certaines procédures qui n'ont pas été revues, c'est l'occasion de le refaire, allons-y. Et bien souvent, en les réassociant au dispositif, par eux-mêmes, ils voient bien la pénibilité d'un certain nombre de tâches qu'ils font, le côté peut-être un peu frustrant ou inutile ou lent. Et donc finalement, en les associant et en les autorisant à se réinterroger, on avance sur ce sujet-là. Et puis aussi de les convaincre de travailler, dans certains cas, c'est facile, d'autres non. Vous parliez des agriculteurs, on a pris en charge la gestion des fonds FEADER. Et c'est vrai que souvent, face à l'urgence d'une décision politique, il faut ouvrir tel jour, telle heure, etc., il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent être zappées. Et typiquement, quand on n'a pas l'habitude, c'est celle du test utilisateur qui est zappé. Et donc effectivement, aujourd'hui, je dirais qu'on interdit ça.
on n'ouvre plus un service sans qu'il ait été associé. Alors, à ce stade, on ne les rémunère pas, mais pourquoi pas, c'est intéressant. En tout cas, les agriculteurs sont toujours... et donc, en fait, cette partie-là, effectivement, ça fait partie... Il faut refixer quelques règles. Et je crois qu'on l'a vu, la démarche de numérisation était assez longue. Comme toutes étapes, parfois, on oublie un peu les règles, les gens ont changé, mis en place. Donc, de redéfinir quelques règles qui rassurent tout le monde, finalement, en fait, qu'elles soient imposées. Mais on peut réassurer ces règles si, effectivement, le DGS et le comité de direction contribuent à ça. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va mettre en place. Donc, avec mes autres collègues DGA et le DGS, on met en place un comité de simplification mensuel où, en fait, chaque DGA va s'engager sur ces processus de simplification, puisque l'enjeu, en tout cas sur cette partie-là, règlement d'intervention, on va définir collectivement ce qu'on veut simplifier, ceux qui doivent être complètement numérisés, parce qu'en fait, pour certains, on a accéléré cette chaîne de numérisation, mais que sur une partie, c'est-à-dire la partie instruction du dossier est dématérialisée, mais la partie paiement de la subvention après coup ne l'est pas. Et donc on voit bien qu'il faut terminer la chaîne, ce n'est pas très cohérent. Et donc voilà, la mise en place de ce comité où finalement, tous les mois, on passe en revue la totalité et on voit et on réajuste. L'idée n'est pas de sanctionner, mais plutôt de garder un rythme sur l'ensemble des équipes. Donc vraiment une gouvernance avec un suivi très fort et très rapproché, et des engagements ou du moins des feuilles de route au niveau des métiers. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup Bernard. Peut-être pour finir nos échanges, je vois le temps qui passe, j'espère qu'on aura le temps pour quelques questions dans la salle. Finalement, quelles sont les prochaines étapes pour renforcer encore la proximité des services publics et aller vers des services publics toujours plus accessibles? Alain, qu'est-ce que vous en pensez? Sur notre activité succession vacante, le site tel que je l'ai décrit tout à l'heure, ce n'est qu'une première étape. Là, on va franchir à la fin de l'année une étape importante avec des téléprocédures. L'idée, là, c'est vraiment dans les interactions avec l'ensemble des usagers, les partenaires, avoir des relations les plus dématérialisées possibles. Encore une fois, avec à côté d'autres canaux. On n'est jamais sur des canaux exclusifs. Donc, on va permettre par le site impôt.gouv.fr, on est à la DGFiP, donc on est sur ce site. On va permettre en télédéclaration tout ce qui est déclaration de créances. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Je vous parlais tout à l'heure de 331 millions d'actifs. Il y a 120 millions de créances que nous payons. Donc, ce sont des dizaines de milliers de paiements qui sont réalisés. Donc, pour qu'on les paye, il faut effectivement que les créanciers se manifestent. Donc, au lieu de recevoir des factures papier et autres, tout ça va pouvoir être télé-déclaré. On aura aussi les nominations par les juges qui pourront se faire via le portail. Et on a aussi les revendications. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Et dans les perspectives, alors là, c'est entre partenaires, mais avec les banques, on a engagé tout un chantier de dématérialisation des relations avec les banques. Je l'indiquais tout à l'heure, avec les assistants digitaux, on recense les actifs, mais ensuite, on est obligé d'écrire aux banques et parfois de les relancer pour qu'elles nous versent ces fonds. Donc l'idée demain, c'est de pouvoir complètement automatiser le process. Et là, ce sont, j'y reviens, des gains de productivité très importants pour les équipes. Donc vraiment un enjeu d'intégration de toute la chaîne des acteurs finalement dans cette thématique. Très clair, merci beaucoup. Antonin, la Première ministre a parlé des fameux moments de vie, dont ceux associés à la retraite. Est-ce que c'est ça la prochaine étape pour la proximité des services publics ? Oui, très clairement. Voilà. Notre objectif, il est très évident, il est d'assurer une satisfaction client la plus élevée possible. On voit que la phase de développement et de mise en place de services a répondu à un besoin, mais qu'aujourd'hui, c'est la logique de parcours et autour des événements de vie qui prime. Avec cette possibilité, vous l'avez évoqué dans votre rapport, de débrayer dès lors que les situations s'avéreraient complexes et que le canal n'y répondrait pas. Le pire, c'est de débrayer trop vite. Quand quelqu'un réalise ses démarches en ligne et qu'on entre en interaction par d'autres biais, on peut générer une forme d'insatisfaction. Donc il y a un vrai sujet, y compris de changement culturel dans les pratiques de nos équipes, qui ont parfois un rapport à l'écrit hérité d'une période qui ne correspond plus vraiment complètement aux attentes clients.
l'écrit est indispensable, mais on voit bien que cette logique de personnalisation, parfois, nécessite de décrocher son téléphone plutôt que d'envoyer un courrier. Ça paraît très évident quand on le dit. À mettre en place sur des volumes d'activité comme ceux qu'on traite, ce n'est pas toujours si simple. Et du coup, effectivement, notre ambition, elle est de passer d'une logique de service à une logique de parcours et à une logique plutôt situationnelle. Le cœur de la relation client, quand on est une caisse de retraite, c'est au moment du passage à la retraite, c'est relativement évident. Pour autant, on voit bien qu'on a un intérêt en gestion et nos clients par rapport aux besoins qu'ils ont de projection dans leur situation de vie, alors peut-être moins à 35 qu'à 55, mais qu'importe, d'instaurer une relation client. Alors, on va avoir une relation très intense au moment du passage à la retraite, mais très clairement, notre intention, c'est d'investir l'amont, l'aval. L'amont, c'est à travers tous les éléments dont on dispose sur la carrière des assurés, toute notre capacité à capter ces données et à les mettre à visibilité vis-à-vis de nos clients pour que le passage à la retraite devienne une formalité, alors je ne vais pas dire simple, mais en tout cas la plus simple possible. Et puis également intervenir sur l'aval, parce qu'on a, vous parliez d'électronisme ou de public en fragilité, on a quand même un nombre important de nos concitoyens qui ne savent pas qu'une démarche, que demander sa retraite nécessite de la demander, l'acquérabilité de nos démarches. Et donc, autant on ne peut pas se substituer à eux dans leur démarche, et on ne va pas obliger bien évidemment les gens à passer à la retraite, autant il est de notre devoir et de notre responsabilité d'aller au-devant de ces publics, et là, de mettre à profit toute la puissance du big data et de tous ces éléments qu'offre le numérique pour justement faire du ciblage. Et donc tout ça passera inévitablement par une capacité que nous aurons à reventiler les gains de productivité que nous pouvons obtenir à travers le numérique pour essayer de réinvestir l'amont et l'aval et intervenir en logique de parcours d'événements de vie pour simplifier au maximum nos démarches, même si après on se heurtera toujours à la complexité inhérente à nos procédures, bien évidemment. Merci beaucoup, un vaste programme, hein, l'amont, l'aval, donc là encore englober finalement un maximum de la chaîne. Bernard, de votre côté, quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez ? Comme vous aviez fait un parcours temporel sur le numérique et les étapes, et qu'on est en fin de séance, on peut ne pas passer sous silence pour moi l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc en fait, c'est cette prochaine étape. Alors vous allez faire des annonces, nous aussi. Ça sera le 15 aussi, mais pas à 15h. Non, on va s'engager dans une dizaine de cas concrets en disant aujourd'hui, on a besoin de se forger notre propre opinion et le cadre de travail de l'usage de l'intelligence artificielle pour l'administration. Donc comment s'en servir ? Donc on a travaillé là aussi avec les métiers en se disant qu'est-ce qui fait que ces algorithmes peuvent nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'en particulier en matière de parcours client, c'est quelque chose, les modèles de langage naturel vont complètement réformer. Et donc on rentre dans ce nouvel âge. Donc effectivement, on va travailler sur un modèle dit ChatGPT, même si on travaillera avec des Français pour nos aides. En fait, l'idée, c'est de se dire finalement, voilà, je suis francilien, j'habite là, qu'est-ce que la région peut faire pour moi ? Et en ayant entraîné les algorithmes sur la base de nos 400 ou 500 règlements d'intervention, on doit être en capacité de lui proposer un certain nombre de choses. De la même manière, en interne, on peut aussi essayer de travailler sur des modèles d'assistance à nos agents, sur tout ce qui est service informatique, sur ce même brick. Et puis d'autres sujets qui sont les actes administratifs. Pour nous, c'est un sujet de se repérer dans les actes administratifs, de construire des rapports, etc. Et donc je suis assez persuadé que sur ces sujets-là, on peut avancer. Et puis une dernière brique pour les lycées, certains l'ont fait, mais c'est aussi... donc là, on est complètement ailleurs en matière d'IA, et il n'y a pas que le langage naturel. C'est comment on peut économiser les nombres de repas produits dans les cantines des lycées. Et donc c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc avec des éléments prédictifs, etc. Alors quelques villes se sont engagées, déjà je crois à la métropole de Nantes. Et donc on va aussi travailler là-dessus. Puis peut-être un dernier exemple, on a 200 000 photos en stock, on a une direction du patrimoine régional. Ouais. Ces photos ne sont pas exploitées, pas publiées, etc. Aller rechercher un élément d'architecture très spécifique dans ces photos-là est très compliqué, et on voit qu'aujourd'hui, on a des algos qui permettent, sur un modèle d'interrogation en langage naturel ou par équivalence de photos, d'aller retrouver ces données sans qu'elles soient annotées, puisque c'est ça aussi la nouveauté. C'est que tout le coût d'annotation de ces données, l'enjeu que ça, le temps passé fait que par ces modèles-là, on peut en particulier s'en dispenser. En tout cas, c'est ce qu'on essaye. Donc enfin voilà, pour nous, c'est ça le sujet, je dirais, de pouvoir à côté de tout le reste. Et c'est vrai que ce sujet-là, qui monte depuis un certain temps, moi je l'avais freiné parce qu'on avait beaucoup d'autres sujets à faire.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'affranchir, au moins de tester et de voir ce que ça donne. Mais c'est ça, c'est-à-dire une fois que vous avez bâti le socle, voilà, aller plus loin par logique itérative et de test. Un vaste programme. Peut-être pour finir, Marine, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces prochaines étapes? Alors je vais peut-être rebondir sur l'IA, parce que nous aussi, c'est un sujet évidemment qu'on trouve très intéressant, et notamment, on a fait pas mal de tests, on fait des tests autour de la simplification du langage, c'est-à-dire transformer des textes en langage clair. Après, évidemment, il y a les enjeux d'énergie aussi, et de s'assurer que ces modèles sont vraiment entraînés pour des tâches spécifiques pour pas qu'elles soient trop énergivores. Mais alors, si je reviens sur, voilà, après, les enjeux, pour moi, c'est les enjeux de ressources humaines, les enjeux RH. D'une part, et on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, les agents, leur expérience utilisateur, entre guillemets, leur satisfaction, leur bien-être. Et puis, donc aujourd'hui, est-ce que c'est normal, par exemple, de s'échanger des fichiers pour collaborer, des fichiers tableurs, des fichiers d'édition de texte, ou est-ce qu'on pourrait avoir des espaces collaboratifs peut-être pour être plus efficient et prendre plus de plaisir à travailler ensemble? Est-ce que aussi ces choses-là peuvent améliorer la fidélisation de jeunes personnes qui vont rejoindre et devenir agents publics, rejoindre l'État, la fonction publique? Et pour cela, la direction interministérielle du numérique, dans le cadre de sa réorganisation, a lancé une nouvelle direction d'opérateurs de produits et de services numériques, et notamment pour mettre à la disposition des ministères des outils numériques plus performants, qui ont une expérience utilisateur plus satisfaisante ou moins contraignante. Et puis l'autre sujet, évidemment, pour moi, qui est au cœur de la transformation numérique et de l'amélioration de l'expérience utilisateur, c'est la professionnalisation du numérique de l'État. Aujourd'hui, aujourd'hui, évidemment, l'État se repose sur aussi des prestataires de services et des consultants, externalise une partie du numérique de l'État, mais doit absolument renforcer sa compétence interne pour mieux maîtriser ce numérique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir davantage de directrices et directeurs de produits pour piloter le déploiement de services et produits numériques, davantage de designers, des directeurs du design, des directrices du design, et donc avoir des CTO, des Chief Technology Officers, professionnaliser pour mieux maîtriser. Et d'ailleurs, à ce titre, la DINUM aussi, dans le cadre de sa réorganisation, donc je préfigure aussi une nouvelle équipe qui s'appelle la Brigade d'intervention numérique. Je préfère le mot juste brigade parce que ça fait un peu, en ces temps, c'est un peu violent peut-être. Et l'idée, c'est tout simplement de mettre à disposition des ministères des ressources, des experts du numérique, des personnes qui ont 10 ans plus d'expertise en direction de produits, des designers seniors, des experts en recherche utilisateur, des experts en DevOps, en cloud, en Product Ops, en design, des designers, etc., en activité numérique, parce que l'enjeu, c'est accompagner, mieux maîtriser, réduire les coûts, et puis aussi faire monter en compétences. Et ça aussi, ça permettra une meilleure satisfaction des agents en interne. On ne peut que souhaiter un franc succès à ces brigades. En tout cas, merci beaucoup Marine. On a fini, je pense, ce tour de table. Peut-être qu'il y aurait une question dans la salle. Oui, monsieur, je vous en prie, avec peut-être le micro. Merci beaucoup. Bonjour, François Blouvac de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires accompagne l'État, les acteurs publics locaux et les opérateurs comme la CNAV dans des outils, des programmes d'intermédiation sur ces sujets d'inclusion numérique. C'est le cas des France Services, c'est le cas des conseils numériques. Et si on fait cette démarche-là, qui est très complémentaire de tout ce qui a été évoqué ce matin, c'est parce qu'on a la conviction que le numérique porte une promesse d'optimisation, de simplification du rapport à l'action publique, mais que, et vous l'avez dit dans la présentation du rapport que vous avez fait, si le taux d'adhésion est très élevé, et si on fait une moyenne à gros traits des chiffres que vous avez donnés, on pourrait situer entre 2/3 et 3/4 des Français qui adhèrent et qui pratiquent l'usage d'outils numériques pour accéder à leurs droits, il en reste une part donc en creux d'1/3 à 1/4 qui n'y arrivent pas. Et Marine Boudot évoquait l'électronisme. L'État et un certain nombre d'observatoires évaluent à 13 à 16 millions, peut-être même 20 millions, le nombre de Français qui sont éloignés. Et ce chiffre, il est conséquent. Et donc, si on veut ne pas perdre en route une part notable des Français, il faut ne pas désespérer
du rapport à l'action publique ceux qui aujourd'hui ne s'en sortent pas et n'y arrivent pas. Et donc cette logique d'intermédiation que vous évoquiez, l'omnicanalité qui a été portée, c'est vraiment très important. Donc il faut poursuivre ce travail, les francs services, la promesse qu'au sortir de la crise des Gilets jaunes, le président de la République a faite de trouver un lieu physique d'accès au droit à 30 minutes de chaque Français. C'est une promesse, c'est quand même assez exceptionnelle en termes d'action publique, qui est tenue en un peu plus de 2 ans. Il y a, à la fin de l'année 2023, chaque Français sera à 30 minutes physiques. Ce n'est pas une journée à cheval, c'est 30 minutes physiques d'un lieu dans lequel il peut trouver des réponses d'accès au droit. Et ça, c'est important si on veut que la conviction que les gens ont dans leur rapport à l'action publique se poursuit. Et la Banque des Territoires investit lourdement dans ces aspects-là, sur les conseillers numériques et sur les francs services. Enfin, je voudrais peut-être un dernier point, indiquer que l'action publique, ça s'incarne au sens premier du terme. Ça veut dire qu'il y a une présence physique. Sincèrement, depuis 30 ans, le recul de la présence des services publics, globalement, est massif. Et c'est probablement pas sans lien avec les crises fortes qu'on a vécues, perte de cohésion sociale et territoriale. C'est un enjeu majeur. Et le numérique ne doit pas être un élément qui aggrave cette situation, mais au contraire qui, bien compris, bien accompagné, avec une présence physique qui permet de faire cette intermédiation, doit permettre de réconcilier finalement l'ensemble des Français à la qualité de ce qu'ils peuvent trouver dans l'action publique, l'accès au droit, le non-recours, bref, toutes ces questions qui sont très présentes et qui sont vraiment majeures aujourd'hui pour qu'on ne perde pas le fil du travail qui est fait sur la numérisation. Merci monsieur pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Charles Favreau, je suis le directeur des systèmes d'information de la ville de Montreuil. Ça marche ou pas ? Ça va. Je vais parler très fort. J'ai une question pour Marine Boudot. Vous savez que les collectivités territoriales, on est très très en retard sur l'accessibilité numérique. Vous le savez, malgré les obligations qui perdurent. Pourquoi est-ce qu'on est très en retard ? Parce que la plupart des outils qu'on achète sont des outils clés en main, réalisés par des éditeurs. Et les obligations portent sur les collectivités territoriales et non pas sur les éditeurs. Donc en fait la question elle est très simple. Est-ce que la DINUM a le projet de porter cette obligation sur les éditeurs pour qu'ils nous vendent, pour qu'ils vendent des outils accessibles ? Je vais juste excuser Antonin qui a un train à prendre, voilà, donc il ne se défile pas par rapport à d'éventuelles questions. Et voilà. Merci beaucoup Antonin pour votre participation. Voilà, je vous en prie. Vas-y, Très bonne question sur les éditeurs de logiciels. Donc c'est vrai que les collectivités produisent elles aussi donc, des services numériques, des démarches administratives, et s'appuient très majoritairement sur des éditeurs de logiciels privés, parfois sur des communs numériques aussi, mais beaucoup sur des logiciels, des éditeurs de logiciels qui en effet ne remplissent pas les obligations et qui n'ont zéro obligation. Pour rappel, la DINUM est une administration, n'est pas autorité de sanction sur l'accessibilité numérique. Actuellement, très récemment, il y a eu la CNH, la Conférence nationale du handicap, qui s'est tenue il y a quelques semaines, présidée par le président de la République. Et notamment, on a annoncé que la loi allait très, très, très bientôt changer. On travaille actuellement sur un projet d'ordonnance qui donnera lieu dès septembre à des décrets et des changements. Et notamment, donc aujourd'hui, les obligations et les sanctions en matière d'accessibilité pour les services publics, c'est, en tout cas en termes de sanctions, on sanctionne le non-affichage du niveau d'accessibilité d'un site. Demain, et une nouvelle autorité de sanction aussi est mise en place, c'est l'ARCOM. Demain, on va aussi sanctionner la non-accessibilité, c'est-à-dire le non-respect des règles en matière d'accessibilité. Donc ça va en effet être une charge supplémentaire pour les collectivités. Évidemment, dans ces changements de loi, on est très conscient de la taille des collectivités, de leur budget, et donc notamment pour les collectivités moins de 40 000 habitants, davantage de temps et évidemment des amendes moins fortes. Sur cette question des éditeurs de logiciels, aujourd'hui,
ces changements de loi, ils sont dus à deux directives européennes, une qui était sur l'accessibilité des produits et services publics qui date de 2016 et une plus récente qui date de 2019 pour l'accessibilité des produits dans le secteur du privé. Et notamment à partir de 2025, changement de loi donc, pour les acteurs privés, notamment les sites de e-commerce, qui devront appliquer et être accessibles aux personnes en situation de handicap. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a ce trou. Les éditeurs de logiciels ne sont pas directement concernés. C'est en fait l'acheteur du logiciel qui doit être responsable de s'assurer que le produit est 100% conforme. Et donc, dans les marchés, il faut penser à ça. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, notre moyen d'accompagner, c'est de sensibiliser les acteurs et de les aider à mieux cadrer les marchés, de les aider à savoir qu'attendre en fait, de leurs éditeurs de logiciels et fournisseurs de services. Mais ça a été annoncé lors de la CNH par Stanislas Guerini, la France aimerait justement porter ce sujet à l'échelle européenne pour voir comment, en effet, on ne pourrait pas trouver un moyen, en effet, d'avoir plus de pression sur les producteurs, éditeurs de logiciels. Mais c'est en effet un sujet qui est malheureusement aujourd'hui dans un trou, mais qu'il faudra attaquer. Bernard, vous vouliez compléter ? On a le même sujet sur la cybersécurité, en fait. Aujourd'hui, les éditeurs, s'il y avait le même niveau d'exigence qu'on a sur une voiture que sur un éditeur de logiciel en matière de sécurité, on éviterait pas mal de problèmes. Et on le voit d'ailleurs, les Américains et Biden commencent à dire que les éditeurs sont quand même responsables du produit qu'ils nous vendent avant que l'utilisateur, c'est-à-dire nous, collectivités, en soyons responsables dans l'usage. Donc, autant sur l'accessibilité pour moi que sur la cybersécurité. Et c'est une revendication en tout cas de la profession, des DSI, etc., de se dire on a besoin de monter le niveau d'exigence des éditeurs sur ces sujets-là. Je suis d'accord avec vous. Ce paradoxe que les outils américains sont bien plus avancés sur ces deux sujets. Les outils américains sont bien plus avancés sur ces deux sujets que les outils européens ou français. Et nous, collectivités territoriales, on nous engage à plutôt acquérir des outils européens ou français sur tous ces sujets. Mais je pense que, si je peux me permettre, en matière d'expérience utilisateur au global et en matière de méthode de conception du numérique, voilà, on a des choses à rattraper. Donc, voilà. Merci beaucoup. Encore une question ? Oui, bien sûr, madame. Bonjour, sur ce sujet-là. En fait, c'est pour les personnes qui sont à distance, donc il faut bien parler dans le micro, même si la salle d'accord, elle-même très bien. n'est pas équipée. Alors Merci. moi, je suis dans un ministère, donc pas dans une collectivité territoriale, mais au-delà du problème contractuel, je trouve qu'on fait des progrès, c'est-à-dire que des exigences sur l'accessibilité numérique ou même sur la sécurité informatique sont de plus en plus on va dire, inclus. Je trouve qu'après, c'est un peu un enfer sur le pilotage contractuel, c'est-à-dire qu'on constate que les prestations ne sont pas bien exécutées et on a du mal à gérer ça, moi, je trouve, dans les administrations. Mais je pense qu'il y a aussi un problème de formation, peut-être au niveau des écoles où on forme des personnes qui vont développer, parce que concrètement, souvent, des sociétés nous vendent des experts en accessibilité numérique. On se rend compte qu'en fait, les développeurs qu'on a ne savent pas le faire. Et voilà, je pense que c'est aussi un sujet qu'il ne faut pas ignorer pour qu'on ait des personnes mieux formées qui travaillent avec nous. Et que cette thématique soit bien inscrite dès l'origine, dès la conception. Je pense que toute proportion gardée, on aura le même sujet sur l'éco-conception. Puisque aujourd'hui, on voit bien que c'est une thématique qui devient obligatoire. Pour l'instant, elle est encore, il faut bien reconnaître, je pense, assez peu rentrée dans les mœurs, et on le voit bien quand on cadre des projets. Et pourtant, à un moment ou à un autre, cette notion d'éco-conception, de la même manière que l'accessibilité, devrait être prise en compte dès la conception des futurs services numériques. Donc on retrouve un peu cette thématique. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Samuel Cuche-Rousset, directeur développement économique à la Chambre des métiers. J'ai deux questions. Une sur la question des entreprises, parce que finalement, ce qui a été évoqué depuis le début de la conférence, c'est le numérique en tant que citoyen qui prend sa retraite, qui paye ses impôts, enfin, qui a besoin d'une aide, qui inscrit ses enfants au lycée. Est-ce que dans la manière dont vous appréhendez le numérique, vous faites une distinction entre, on va dire, le segment citoyen et le segment professionnel ? Je suis entrepreneur, je crée mon entreprise, j'ai des démarches régulières, enfin des cotisations à payer, etc. Et la deuxième remarque que je voulais faire, qui est plus en tant que citoyen, et en lien avec ce que vous évoquiez sur l'accès, il y a un enjeu effectivement d'être
d'avoir la possibilité d'être aidé par quelqu'un à 20 ou 30 minutes de chez soi, il y a une question clé qui est celle de, on va dire, de l'empowerment et de l'apprentissage. J'ai eu l'occasion de faire partie d'une association justement qui travaille sur ce sujet-là. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, mais c'est en lien avec ce que vous disiez au début de la présentation, c'est que les personnes âgées ne sont pas si rétives que ça au numérique. Quand on prend le temps avec, par exemple, un bon outil, on a fait des tests, une tablette Samsung avec une carte 4G, d'expliquer aux personnes. Et finalement, au début, je commence à utiliser WhatsApp pour échanger des photos avec mes petits-enfants. J'utilise YouTube. Je vais envoyer un mail, et puis je vais regarder l'appli de ma banque, et puis je reçois ma taxe foncière avec un flashcode, je vais flasher. Et finalement, la caisse de retraite aussi a mis en place quelque chose, et finalement, quand on est dans une logique où on utilise les outils adaptés, on a une vraie montée en compétences qui me semble tout à fait complémentaire et parfois préférable au fait d'aller dans un lieu à 30 minutes de chez soi, où on dit je vais le faire avec vous sur le clavier du PC. Mais en fait, on devra le refaire autant de fois qu'il y a de démarches. Voilà, est-ce que c'est... C'est que dans le cas de l'Observatoire, en tout cas de notre suivi, évidemment, on suit aussi les démarches qui s'adressent donc aux professionnels, donc particuliers, professionnels et associations. Donc je citais notamment les agriculteurs, ce n'était pas en tant que citoyen mais en tant que professionnel. Voilà. Et donc évidemment des démarches qui s'adressent aux comptables, aux chefs d'entreprise, etc. Et puis je vous laisserai compléter. Oui, quand vous parlez tout à l'heure des attentes de nos partenaires, les partenaires intégreraient bien les entreprises. Donc tout ce qui est téléprocédure, notamment une déclaration de créance, nos partenaires essentiels, ce sont les entreprises. Donc on est à l'écoute effectivement de l'ensemble des besoins pour avoir, notamment en termes de sécurité, quelque chose qui soit exemplaire. Mais ça, on respecte les cahiers des charges qui nous sont imposés par les uns et les autres pour être vraiment à l'état de l'art et répondre au mieux à ces besoins, avec les problématiques de facturation électronique et autres qui sont aussi des préoccupations fortes à la DGFiP, comme vous le savez. Et peut-être pour répondre à l'autre question, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, il existe tout un écosystème de services, de démarches, de choses qui fonctionnent tout un peu différemment, avec un langage peut-être un peu différent. Alors, il y a peut-être plusieurs choses qui aident à répondre à ça, notamment en 2020, depuis 2020, le SIG, le service d'information du gouvernement, a lancé ce qu'on appelle le design system de l'État. C'est un système de design qui permet petit à petit d'harmoniser les interfaces, les expériences. Vous l'avez sans doute vu, alors pas encore sur la déclaration de revenus, mais peut-être sur votre demande de procuration en début d'année ou sur d'autres démarches que vous avez pu réaliser ces 2 dernières années. Et donc ça a vraiment pour but à la fois de simplifier et d'accélérer le travail des développeuses et des développeurs dans la conception, puisque c'est prendre des briques pour aller plus vite. Et puis aussi, pour l'expérience utilisateur, voilà, comme je disais, harmoniser, homogénéiser et s'assurer que quand j'arrive sur un service de l'État, je suis rassurée, je sais que je suis au bon endroit. Donc voilà, premier élément de réponse. Et puis, tout à l'heure, on parlait de l'administration proactive ou de la proactivité. Ça aussi, ça doit aller dans le sens de la simplification, de l'aller vers. Si on prend par exemple le chèque énergie, c'est un exemple que j'aime bien utiliser, qui est automatiquement envoyé par le courrier aux personnes concernées, qu'elles décident après d'utiliser ou pas. Voilà, les demandes de bourse qui ont été automatisées et d'autres qui ne demandent pas d'effort de l'usager, l'utilisateur, le professionnel, etc. Et donc c'est vers ça qu'il faut aller. Et après, il y a l'enjeu, évidemment, avec la proactivité, il ne faut pas faire oublier le travail qu'il y a derrière cette simplicité, puisqu'après, on imagine que... Voilà. Et puis pour... dernière chose, les lois. On a parlé très rapidement tout à l'heure qui complexifient aussi la création et l'opérationnalisation de politiques publiques, mais aussi de services numériques. Et donc là, je pense qu'il faut petit à petit aller chercher plus de lois, tout en protectant évidemment les droits, les données, etc. des usagers. Mais voilà, essayer de penser le plus rapidement possible à comment est-ce qu'on va opérationnaliser, que le service va aller de A jusqu'au dernier kilomètre, et peut-être essayer de simplifier la loi pour permettre ça et pas être bloquant. Merci beaucoup Marine. Je vois qu'on a allègrement dépassé le temps qui nous était imparti. Il me reste à vous remercier encore pour la qualité de nos échanges. J'espère que vous avez pu sentir toute la passion qui nous anime pour cette thématique qui est quand même au cœur de notre pacte social.
Merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention et puis pour vos questions. Et nous ne manquerons pas de continuer à creuser cette thématique qui nous anime au quotidien. Merci mesdames et messieurs et bonne journée à vous.